Bienvenue à tous. Je me présente, je suis Patrick Benoît et je travaille en tant que conseiller scientifique à la TELUC. Je suis responsable de l'organisation des webinaires et du transfert de connaissances au sein du réseau Liniculture Québec, le 2RLQ, avec mon collègue Raël Farjani, qui est le coordinateur du réseau. Donc, comme certains d'entre vous le savent déjà, le 2RLQ organise des webinaires mensuels depuis 2020. On a déjà eu 7 webinaires entre décembre 2020 et juin 2021 avec des étudiants, des chercheurs et des professionnels de recherche qui ont présenté leurs travaux en lien avec les 7 thématiques développées par le réseau. Et après 4 mois d'interruption, nous reprenons nos activités de webinaire pour une nouvelle saison avec 8 nouveaux webinaires qui s'étaleront entre novembre 2021 et juin 2022. Alors aujourd'hui, nous invitons Jean-François Boucher, professeur au département des sciences fondamentales de l'UQAC, qui va nous parler de 2 possibilités d'atténuation des émissions de GES par le reboisement ou le reboisement, et qui sont d'une part les forêts nourricières en zone urbaine et d'autre part la restauration de sites miniers. Il va y avoir donc 2 présentations pour chaque méthode d'atténuation d'environ 25 minutes chacune, suivies d'une période de questions d'environ 5 minutes. Et vous êtes invité à poser vos questions par écrit à Jean-François avec la fonction questions-réponses qui se trouve en bas de votre écran. Et c'est Nicolas Bélanger, co-directeur du 2RLQ, qui va animer cet échange. Donc, avant de commencer les présentations, j'invite Nicolas à nous dire quelques mots sur le réseau. Nicolas, tu as la parole. Merci, merci Patrick. Le réseau, premièrement, bonjour tout le monde. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, OK, parfait. Le réseau, le 2RLQ, c'est quoi? C'est un réseau de transfert de connaissances qui contribue à l'essor de la plantation d'arbres, tant en milieu forestier, dans une perspective d'augmentation de la productivité forestière, que pour le développement et le maintien des infrastructures vertes et la restauration écologique de sites perturbés ou anthropisés. C'est financé par le FRQNT ainsi que plusieurs partenaires là, de divers milieux, le milieu des mines, de la foresterie, des municipalités, et également on a le support de plusieurs laboratoires de différents gouvernements. Je vous invite à aller sur le site web du 2RLQ. Il est de plus en plus riche en informations. Donc, je pense que je n'élaborerai pas avec plus de détails sur le 2RLQ. Vous avez l'occasion d'en apprendre davantage via le site web. J'aimerais simplement faire remarquer le fait que Raed et Patrick ont beaucoup travaillé à organiser cette série de webinaires-là qui s'en vient, qui commence aujourd'hui avec Jean-François. Donc, il y a une très belle brochette de conférenciers qui s'en vient, notamment Alexis Hachin, Patrick Lenz de l'Université Laval et du CFL respectivement, le groupe de Robert Schneider de l'UQAR, également plusieurs chercheurs et leurs étudiants là, de l'UQO, soit Christian Messier, Angélique Dupuche, David Rivet. Également, il y a Nathalie Isabelle du Service canadien des forêts qui va se joindre à nous. Je vous invite à y participer en grand nombre. Je pense qu'il y a des présentations intéressantes qui s'en viennent. Et sans plus tarder, évidemment, je suis vraiment heureux d'accueillir Jean-François Boucher cette semaine. Jean-François est membre du 2RLQ depuis le début. C'est un professeur au département des sciences fondamentales de l'UQAC. Et comme le mentionnait Patrick tout à l'heure, il va nous parler de 2 possibilités d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre par le boisement et le reboisement. Alors, Jean-François, je t'invite à prendre à peu près 45-50 minutes pour nous laisser suffisamment de temps là, pour prendre quelques questions. Parfait, merci beaucoup. Jean-François, peut-être oui. Une question. Oui. Est-ce que tu veux séparer les 2 présentations? Est-ce qu'on fait une série de questions entre chaque présentation? C'est ce que j'allais dire là, dans mon plan de match. Effectivement, j'avais prévu qu'on pourrait attendre ou interrompre, c'est-à-dire après la première présentation, là, Oui. par une série de questions. C'est ce que j'ai prévu. OK, parfait. Très bien.
Alors, merci. Merci beaucoup d'être là, tout le monde. Et puis, merci de l'invitation aussi. Ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous. C'est ma première intervention officielle au 2RLQ, un réseau que j'affectionne bien et qui est très, très porteur, je pense, pour le Québec. Donc, ça me fait plaisir d'être là et de vous présenter ces quelques exemples, je pense, un peu particuliers d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre grâce à la plantation d'arbres. D'emblée, j'aimerais vous bien cadrer le fait que je me fais un humble porte-parole de mon équipe de recherche qui a cumulé ces résultats là, dans les récentes années. Vous voyez la liste d'étudiants et de chercheurs post-doc qui ont contribué donc à l'accumulation des résultats dont je vais vous faire la présentation, brève présentation aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un panorama à travers ces quelques exemples-là. Et j'essaierai de faire mon mieux là, pour répondre aux questions s'il y en a qui sont précises par rapport aux méthodologies, considérant l'ampleur de la tâche, parce qu'il y a quand même pas mal de détails là-dedans. Je vais me plonger tout de suite dans le vif du sujet. Bon, bref menu, là, encore une fois, 2 blocs. Un bloc projet forêt nourricière en zone urbaine, comme vous pouvez voir d'abord, qui va évidemment venir après une brève introduction sur le contexte climatique. Et on pourra prendre une pause ici pour les questions suite au projet sur la forêt nourricière, les forêts nourricières. Et ensuite, un autre bloc sur la restauration de sites miniers, qui sera, elle aussi, ce bloc-là aussi, donc, suivi d'une période de questions. Vous voyez bien, il y a 2 projets là, qui touchent comme tel la restauration de sites miniers. Allons-y d'emblée avec le premier bloc, évidemment avec une introduction générale qui touche la question, oui, lutte au changement climatique, mais qui met à contribution de manière importante la séquestration du carbone. Donc, depuis 2014 environ, nous avons un budget de carbone à respecter, un budget de carbone qui nous permettrait, en théorie, d'éviter de dépasser le 2 degrés Celsius qu'on s'était donné à l'époque, d'ailleurs, et qui correspondait donc à environ un budget de 3000 gigatonnes par rapport à l'ère pré-industrielle. Et là, il est déjà entamé au tiers et même un peu plus, de sorte qu'il reste environ 1000 gigatonnes de budget devant nous. 1000 gigatonnes à dépenser pour s'assurer de ne pas dépasser, en théorie, le 2 degrés Celsius. Et plus on prend de temps pour dépasser, pour utiliser le budget, moins qu'on va mettre de la pression pour mettre en œuvre ce qu'on appelle les solutions d'émissions négatives, et ce qui est certainement met à contribution des questions d'absorption de gaz à effet de serre. Donc, les scénarios, on n'ira pas dans le détail là, des graphiques qui sont là, c'est juste pour frapper un peu l'imaginaire des scénarios qui ont été envisagés par le GIEC dès la dernière série de rapports, et c'est encore le cas actuellement avec la nouvelle série qui s'en vient, là, qui met à contribution de manière importante le potentiel lié aux terres. Fait que ce soit le potentiel qui est lié à la séquestration du carbone qui va être utilisé pour le secteur énergie, ou simplement si le fameux piégeage et stockage du carbone ne fonctionne pas bien ou n'est pas au rendez-vous en temps voulu, bien, il faudra quand même séquestrer du carbone. Donc, le secteur des terres est très, très important pour cette lutte au changement climatique, va contribuer de manière importante. Donc, on le sait d'emblée que la gestion du budget carbone devra s'accompagner, évidemment, de réduction d'émissions, mais d'absorption de gaz à effet de serre de manière importante. Et cette absorption de gaz à effet de serre-là va se faire grâce au grand secteur des terres, auquel, donc, va contribuer le boisement et reboisement. Donc, la Convention cadre des Nations unies, avec sa conférence des parties 21 à Paris en 2015, a jeté les bases importantes de cette lutte au changement climatique qui mobilise les pays, il faut bien le dire, ce n'est pas les autres acteurs que les pays qui sont sollicités, avec encore une fois, une contribution du secteur des terres par la séquestration du carbone qui est explicite dans cette convention et pour laquelle, donc, il y a beaucoup d'attention qui va être portée dans les prochaines années là, pour que chaque pays arrive à cette fameuse carboneutralité. Donc, nous avons une façon d'envisager la gestion de notre budget carbone grâce au suivi qu'on va faire ou qu'on fait déjà, en fait, par rapport à des trajectoires de réduction d'émissions, des trajectoires qui sont cohérentes avec un réchauffement qui est un maximum de 2 degrés, idéalement de 1,5 degrés Celsius. Et donc, ce que nous faisons, c'est que nous constamment prenons en considération les annonces faites par les pays qui s'engagent donc à cette lutte au changement climatique et avec des cibles qui varient dans le temps et en ampleur d'un pays à l'autre, évidemment. Mais
les Nations Unies, donc le Programme des Nations Unies pour la protection de l'environnement, fait le travail de prise en considération de ces annonces faites par les pays pour voir jusqu'à quel point que ces annonces-là sont cohérentes ou pas avec les trajectoires. Donc, présentement, c'est-à-dire en date de les annonces qui ont été faites juste avant que la COP26 actuelle à Glasgow commence, nous étions dans un scénario qui ne respectait pas le 2 degrés, encore moins le 1,5, mais plutôt un scénario qui nous engageait dans une voie vers le réchauffement de 2,7 à 2,8 degrés Celsius. Donc, d'emblée, il faut bien savoir que on sait déjà que les nouvelles annonces faites dans le cadre de la conférence depuis la semaine dernière ont réduit la marge par rapport au scénario de 2 degrés Celsius et 1,5. Mais donc, voici là où on était juste avant la semaine dernière. Alors que la trajectoire du 2 degrés Celsius nous engage à une réduction de 20 d'ici 2030 et la carboneutralité d'ici 2070, alors que la trajectoire de 1,5 degrés Celsius, c'est la carboneutralité d'ici 2050. Donc, c'est des efforts importants. Puis à chaque fois, dans tous les scénarios, pour atteindre cette carboneutralité, nécessairement, les absorptions de gaz à effet de serre devront être au rendez-vous. D'emblée, ça place le secteur des terres, dont nous faisons partie tous ensemble, dans le haut de la liste là, des préoccupations pour arriver à la lutte au changement climatique. Au Québec, on a des objectifs ambitieux également, il faut bien le dire, relativement ambitieux de lutte au changement climatique qui nous amène à des réductions importantes. Vous voyez, le 37,5, l'objectif qui s'est fait dans le cadre de la conférence des partis à Paris, donc 37,5 par rapport à 1990 en 2030. C'est cohérent avec la trajectoire du 2 degrés Celsius en passant. Et l'objectif que vous voyez complètement en bas, on the two mou, qui se trouve à être proche de la carboneutralité d'ici 2050. Donc, encore une fois, cohérent avec la trajectoire de degrés, même cohérent avec le 1,5. Ce n'est pas les objectifs qui est le problème au Québec, c'est la mise en œuvre, évidemment. Et il revient dans quelques minutes. Et dans tous les cas, que ce soit au Québec ou ailleurs d'ailleurs, ces objectifs de réduction doivent toujours contenir des absorptions massives de gaz à effet de serre. Sans ça, on n'y arrivera pas. Donc ici, pas nécessaire de lire, là, si vous allez voir le jeu que je vais faire avec ces diapositives-là, où ce que c'est qui sert le but de montrer combien que les choses vont rapidement. Donc ça, c'est en 2020. Toutes sortes d'engagements qu'avait pris le Canada par rapport à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre, de même que pour le Québec, toutes sortes de cibles et d'objectifs poursuivis qui étaient jusqu'en date de 2020 là, relativement cohérents, comme je vous disais, avec cette lutte au changement climatique, les trajectoires de 1,5 degrés Celsius. Mais déjà, ces engagements-là qui ont été pris Canada-Québec ne sont plus sont caduques, en fait, parce qu'ils ont été renouvelés de manière importante. Donc, nous ne sommes plus dans cette réalité-là qui vieille seulement d'une année, avec de nouveaux engagements. Évidemment, dans la foulée de la COP26 qui s'en venait, le Canada avec un nouveau plan de lutte au changement climatique et une loi qui encadre la carboneutralité, et le Québec qui s'engage avec son nouveau plan vert dans des objectifs plus sérieux, surtout une mise en œuvre plus sérieuse. Donc, vous voyez ce qui est en rouge dans la liste de gauche, c'est une mise à jour de ce que je vous présentais juste avant, avec plein de nouveautés, des cibles qui sont plus exigeantes et certainement aussi des mesures qui sont plus concrètes. Donc, c'est vrai pour le Canada, c'est vrai pour le Québec aussi. Nous sommes maintenant plus engagés dans des mesures qui sont cohérentes avec cette lutte au changement climatique. Et quand je dis des engagements cohérents, des engagements qui ciblent plus des actions concrètes, mais nous avons au Canada, par exemple, tous les secteurs d'activité qui sont visés par cette réduction et de manière explicite, le secteur des terres, donc le secteur des terres qu'on appelle ATC-ATF, comme vous voyez là, qui va contribuer de manière importante à ces objectifs-là, ces nouveaux objectifs-là de réduction. Pour ce qui est du Québec, il y a différents secteurs qui sont déjà visés pour la part des moyens qui ont été ciblés. Pour l'instant, il n'y a rien de chiffré pour le secteur des forêts, sauf que le secteur des forêts est nommé de manière très importante et explicite quand même dans les objectifs. Donc, la table est mise pour faire cette lutte au changement climatique. Si on regarde au Québec de façon plus concrète par rapport aux absorptions, la seule façon possible d'envisager d'augmenter les absorptions pour l'instant et de les valoriser dans le bilan gaz à effet de serre du Québec, c'est à travers les fameux crédits compensatoires avec un maximum de 8 pour ce qui est des organisations qui sont visées, qui sont donc réglementées, 8 de leurs émissions qui peuvent faire l'objet de crédits. Et maintenant, depuis quelques mois seulement, un tout nouveau protocole pour le secteur forestier qui vise le boisement et reboisement sur les terres privées
pour l'instant. Donc, nous avons quelque chose qui démarre notre capacité d'absorption de gaz à effet de serre au Québec. Là, je dis « et pourtant » dans le sens que pour l'instant, c'est modeste. Parce qu'en théorie, le Québec est une terre de possibilités extraordinaires en matière de lutte au changement climatique par la séquestration du carbone. Donc, plein d'avantages qui sont devant nous, théoriques. Et c'est ce qu'on a voulu attaquer là, avec le groupe de travail changement climatique dont j'ai fait partie dans les récentes années. Vous avez le lien vers le rapport ici. Donc, je n'irai pas dans le détail, juste pour dire que c'est ce qu'on s'est dit par cette action qui a été financée par le gouvernement du Québec, à savoir quel est ce potentiel-là, en tout cas théorique au moins, et peut-être même technique et économique lié à la lutte au changement climatique du secteur des terres au Québec, en s'inspirant d'études qui ont été faites au Canada, vous voyez à gauche, et aussi le cadre d'analyse du Bureau forestier en chef là, qui recommandait une augmentation de la capacité de récolte de matières ligneuses au Québec. Donc, c'est les contextes dans lesquels on a fait notre exercice de modélisation qui vise plein d'actions. Et là, je résume très, très rapidement, plein d'actions qui ont été analysées, modélisées, d'intensification de l'aménagement forestier dans lequel se trouve beaucoup de boisement et de reboisement, de développement de la bioénergie qui met à contribution les nouveaux efforts d'intensification de boisement-reboisement, les deux ensemble, intensification et bioénergie combinée, pour aussi y ajouter tout le volet de ce qu'on appelle les bois sans preneurs et aussi donc la séquestration dans les bâtiments et dans les produits pour éviter l'utilisation des combustibles fossiles. Donc, tout ça ensemble nous amène à des atténuations que nous avons calculées, de manière cumulée, comme vous pouvez voir ici à l'écran, d'ici la fin du siècle, et exprimé en atténuation, donc exprimé en contribution au bilan gaz à effet de serre du Québec. Je vous rappelle que le bilan du Québec, présentement, est autour de 80 millions de tonnes. Vous voyez, en 2050, nous sommes à peu près à 10 de potentiel avec ces nouvelles activités forestières que je viens de vous nommer. Donc, c'est un potentiel théorique intéressant avec ces premières études que nous avons faites. Et là, maintenant, nous sommes dans une deuxième phase d'amélioration de ces calculs-là, de la précision de ces potentiels-là. Mais il y a clairement un potentiel au Québec lié à l'absorption de gaz à effet de serre. Bon, on sait que les enjeux sont nombreux, les contraintes, etc. Donc, ça prend évidemment une forte contribution de la science encore aujourd'hui pour réduire ces incertitudes-là en lien avec la lutte au changement du secteur des terres, mais aussi développer les possibles. Donc, il faut les étudier, n'est-ce pas? Donc, un des possibles que je trouvais intéressant de vous présenter d'abord et avant tout, c'est celui lié à la mise en place, l'implantation de ce qu'on appelle des forêts nourricières. Donc, les forêts nourricières au Québec, je regarde l'heure pour être certain de laisser au moins 5 minutes de questions, et en fait l'objet d'un projet de maîtrise financé par le MEI avec comme organisme participant important Eureco, où est-ce qu'on regardait le potentiel de toutes sortes d'aspects autour de ces implantations de forêts nourricières-là, mais certainement la question de séquestration du carbone grâce à la maîtrise de Jérémy Desbiens. Vous voyez, donc co-supervisé par mon collègue Maxime Paré. Donc, qu'est-ce que c'est que ce concept des forêts nourricières? Bien, c'est un concept, en fait, qui est inspiré, évidemment, on va dire, de l'agriculture bio-intensive à petite échelle, puis aussi de la permaculture, où est-ce qu'il y a donc des solutions comme ça d'agroforesterie urbaine qui sont mises à contribution avec l'idée d'aménager des îlots, des plates-bandes, si vous voulez, de petits écosystèmes forestiers, agroforestiers qui mélangent tous les étages de végétation possibles, comme vous pouvez voir sur la figure, avec comme concept de base important d'utilisation de plantes pérennes. Donc, ce n'est pas ici un concept d'agriculture dans le sens d'utilisation de plantes annuelles, pas du tout, et que ces plantes pérennes-là aient des objectifs pour la plupart de production de produits consommables. Donc, nourriciers, évidemment, aromatiques aussi. Autre concept important, c'est l'idée des forêts nourricières, c'est qu'on minimise l'entretien, donc d'où l'utilisation de plantes pérennes également, et on maximise l'interaction donc des plantes entre elles-mêmes pour, donc en lien avec la permaculture, permettre une facilitation puis de liens écologiques importants donc dans les différents étages.
Donc, on a analysé une douzaine de forêts nourricières, dont un lot important là, autour du Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme vous pouvez voir sur la figure, et deux autres forêts nourricières plus vieilles, parce que celle de Saguenay-Lac-Saint-Jean était moins de 5 ans, et plus vieilles, donc dans le sud du Québec, là, qui avaient jusqu'à 12-13 ans d'âge, avec une grande variété d'arbustes fruitiers et aromatiques qui sont testés dans ces différentes forêts nourricières-là. Comme vous pouvez voir la liste, ici, on ne fera pas la lecture. Aussi, plusieurs types d'arbres qui sont plantés, qui sont testés donc dans ces aventures de forêts nourricières. Donc, en quelques mots, la méthodologie utilisée par Jérémy lors de sa maîtrise a été évidemment de faire, pour ce qui est du volet quantification, l'utilisation d'un plan factoriel en utilisant l'ensemble des forêts nourricières et les facteurs forêts nourricières, étage de végétation et aussi profondeur des sols comme autres facteurs mis dans le plan statistique, mesure de morphologie de l'ensemble des plantes qui sont dans les îlots et des équations allométriques nombreuses qui ont dû être développées ou utilisées dans la littérature pour pouvoir établir le lien entre la morphologie des plantes et la masse sèche qu'elles contiennent. Donc, le carbone étant la moitié de la masse sèche, il était assez facile à ce moment-là d'obtenir l'équivalent carbone. Et aussi l'échantillonnage des sols, donc à la fois dans les îlots de forêt nourricière, évidemment, et dans les scénarios de référence, donc pour pouvoir se comparer à l'état de référence qui est un terrain gazonné ici, donc le témoin, si vous voulez, et l'état et le terrain gazonné, qui est souvent la solution prise dans les villes là, pour établir des milieux, on va dire une trame verte minimale. Et aussi un volet modélisation en utilisant le modèle CBM CFS3 et en faisant un gros travail d'adaptation de construction, si vous voulez, de courbes de rendement qui permettaient d'utiliser donc ce qu'on appelle évidemment des plantations mixtes avec des essences qui sont parfois non forestières. Il y a une grosse adaptation qui a dû être faite et ici un travail de collaboration importante avec l'équipe de Werner Kuhl du Service canadien des forêts. Donc, quelques résultats obtenus. Si vous voyez ici l'ensemble des forêts nourricières qui ont été calculées, donc ici, c'est les stocks calculés dans la végétation seulement. Vous avez les arbres, les arbustes ici qui sont dans l'analyse d'études statistiques qui nous permet de voir que dans la plupart des cas, l'étage arbres et arbustes sont égaux, sauf dans les plus vieilles forêts nourricières, donc en termes de stock de carbone à l'hectare. Également dans les sols, donc évidemment, les sols ont été analysés pour ce qui est des stocks qu'ils contiennent. Fait qu'ici, vous avez les stocks totaux dans les îlots de forêts nourricières, dans l'ensemble des forêts nourricières analysées. Et lorsqu'on compare la moyenne de ces stocks-là dans les forêts nourricières versus les témoins, bien, vous voyez environ une quinzaine de tonnes de plus dans les îlots de forêts nourricières par rapport au terrain gazonné. Donc, en quelques mots ici, les stocks de carbone des plus jeunes forêts nourricières, donc qui ont moins de 5 ans, par rapport aux témoins, donc par rapport au gazon, environ une quinzaine de tonnes, comme je viens de le dire, de plus à l'hectare. Donc, pour les plus vieilles forêts nourricières, celles qui étaient plus au sud du Québec, on parle environ d'une vingtaine de tonnes de carbone à l'hectare supplémentaires par rapport au terrain gazonné. Bon, à noter ici, par contre, pour ce qui est des 15 tonnes qu'on obtient même pour les très jeunes forêts nourricières, il faut bien prendre en considération qu'il y avait un ajout de terre noire et de compost lors de l'implantation de ces forêts nourricières-là. Il y avait aussi un paillis de copeaux de bois qui était utilisé pour limiter l'invasion de plantes herbacées. Celui-là n'était pas comptabilisé, par contre. Évidemment, on a pu éviter cette comptabilisation des copeaux de paillis. Par contre, pour ce qui est du compost et de la terre noire qui a été ajoutée, ça, évidemment, ça faisait partie de l'inventaire qui était fait sur 30 cm de profondeur. Donc, c'est clair qu'il y a un impact de cet ajout de matière organique-là dans nos résultats. Et aussi, donc, vous voyez bien, les plus vieilles forêts nourricières ne sont pas celles qui présentent nécessairement les stocks de carbone de carbone dans les sols les plus élevés, ce qui témoigne bien qu'avec le temps, les composts et la terre noire ajoutée, il y a une part de ce carbone-là qui se trouve à être perdu, lessivé ou drainé au fil du temps ou métabolisé, évidemment, par les micro-organismes. Mais il reste que le potentiel est intéressant lorsqu'on regarde les plus vieilles forêts nourricières en haut à gauche, combien que les arbres contribuent de manière très importante au bilan carbone, donc du couvert. Maintenant,
le volet modélisation. Ici, là, vous avez seulement 4 des 12 forêts nourricières qui sont présentées, donc on n'y va pas dans le détail. Vous avez donc les tendances ici totales, les points les plus élevés, et aussi donc biomasse seule versus la matière organique au sol, avec les points de mesure pour chacune de ces plantations-là, donc dans la biomasse ainsi que dans les sols, juste à titre indicatif. Quelques constats par rapport à ces modélisations-là. Donc, dans l'ensemble des forêts nourricières, les stocks nets modélisés sont relativement conservateurs par rapport aux stocks mesurés. Donc, pour la douzaine de forêts nourricières, il y a bien effectivement la plupart, tout le temps, en fait, plus de stocks mesurés que ceux modélisés par l'approche de modélisation utilisée. Fait que nous, notre approche était relativement conservatrice. D'ici 2050, selon les modélisations, l'ensemble des forêts nourricières, auront séquestré au net plus de 20 tonnes de carbone à l'hectare. Et à plus long terme, donc sur une cinquantaine d'années ou plus, le potentiel de stockage de carbone des forêts nourricières s'approche de celui de plantation en forêt boréale à titre indicatif. Donc, ce qui est quand même assez intéressant, évidemment, à l'hectare, encore une fois. Donc, pour conclure à propos des forêts nourricières et avant de passer à un premier échange, quelques éléments de limitation à prendre en considération. Bien, il va falloir évidemment faire les analyses de cycle de vie qui va prendre en considération tous les intrants donc, dans ces forêts nourricières-là, donc l'utilisation de compost, de paillis, l'entretien, le désherbage, etc., parce qu'il y a quand même l'entretien qu'il faut envisager, même si il est minimisé par les forêts nourricières par rapport à d'autres types de cultures. Et aussi, il faut bien voir que le potentiel de séquestration du carbone dépend beaucoup du scénario de référence auquel on se compare. Ici, on utilisait, nous, évidemment, les terrains gazonnés, mais si on prenait d'autres types de terrains vagues ou friches, etc., les résultats seraient différents, évidemment. Ça prend en considération. Donc, la portée à envisager, évidemment, d'abord et avant tout, comment intégrer ces forêts nourricières-là dans les inventaires gaz à effet de serre des municipalités. C'est quelque chose qui va devenir d'actualité très, très, très bientôt avec ce qu'on voit, ce qui se place dans les marchés du carbone, puis aussi dans les règlements gouvernementaux qui touchent la lutte au changement climatique. Et aussi la prise en considération très importante pour mettre en place, implanter et rendre intéressant les forêts nourricières en zone urbaine, tous les autres services écologiques qui sont rendus par ces forêts nourricières, notamment la lutte contre les îlots de chaleur, l'établissement de liens sociaux importants, c'est un des objectifs importants poursuivis par les forêts nourricières, l'amélioration de l'encadrement visuel et bien d'autres services écologiques à prendre en considération. Donc, je serais prêt pour une première série de questions. Donc, je ne sais pas si... Voilà, donc, il n'y a pas de questions dans le clavardage. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions en direct? Merci Jean-François. Très intéressant. Sûrement que les questions vont rentrer. Moi, j'en ai peut-être une, là, le temps que les questions rentrent. Étant donné ton implication là, avec la chaire en éco-conseil et tout ça à l'UQAC, je me demandais si vous aviez étudié un peu par exemple, si le Québec est bien préparé avec les firmes conseils et tout ça pour implanter ce genre, parce qu'évidemment, les parties prenantes qui vont vouloir implanter ce genre de pratique-là, vont avoir besoin de conseils, vont avoir besoin d'expertise. Est-ce que cette expertise-là existe au Québec à travers différentes firmes de consultation et tout ça? Bon, écoutez, là, je ne veux pas avoir l'air d'être un promoteur d'une organisation qui se trouvait être un partenaire important du projet. Donc, Eureco, dans le cas de la région ici, a monté un guide pour établir le forêt nourricière. Ils en ont établi une quinzaine dans la région et ils ont accompagné plein d'organisations dans la mise en place d'autres forêts nourricières pour augmenter la trame verte de Ville-Saguenay ici. Donc, ils ont une grande capacité. Fait que les Eureco de ce monde ont cette capacité. Je sais qu'Eureco sont très bien positionnés. Il y en a un autre guide qui existe à l'échelle du Québec. Je ne me souviens pas quel organisme le fait, mais c'est un autre guide qui existe effectivement pour l'implantation de forêts nourricières. Et je confirme qu'il y a beaucoup de savoir-faire
en lien avec l'implantation de forêts nourricières. Il y a beaucoup de choses à savoir pour la mise en œuvre, l'implantation, mais aussi l'entretien. Puis en fait, ici, un des volets d'études que je viens de vous présenter là, touchait à la question de la gouvernance, parce que pour arriver à implanter puis à rendre le moins exigeant en entretien des forêts nourricières, ça prend des parties prenantes importantes, ça prend des acteurs, ça prend des gens qui sont impliqués dans la mise en place, mais aussi le maintien à long terme des forêts nourricières. Donc, c'est pas vrai que ça se maintient tout seul, que ça s'entretient tout seul, ça prend des intervenants, surtout les premières années. Et là, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de mettre à contribution des acteurs de la ville, hein, monsieur, madame, tout le monde, et autres qui doivent contribuer. Mais c'est clair que ça prend le savoir-faire, puis ensuite le suivi, là, sont des clés importantes. OK, on a beaucoup de questions qui rentrent. Il y a Jean Bousquet qui nous écrit quelle valeur de la tonne de carbone peut-on rattacher à ces séquestrations réalisées ou potentielles pour aider à aller vendre cela aux municipalités? Bonne question, Jean. Ouais, ben là, il y a plusieurs aspects à cette question-là, mais il y en a un premier qu'il faut prendre en considération maintenant, là, parce que là, ma première réponse aurait été il y a le marché du carbone volontaire. Okay? Les villes pourraient se lancer dans cette aventure des crédits carbone volontaires dont elles feraient la promotion, fait qu'en même temps, elles reverdiraient leur ville à travers ce genre d'initiative et pourraient vendre la séquestration grâce à des projets gaz à effet de serre, des protocoles existants dans le marché volontaire, pour les vendre à une valeur qui est très, très variable, là, qui peut être de 5 la tonne CO2 jusqu'à 20 et même plus, hein, 30 la tonne de CO2, par exemple, qu'on peut voir pour de différents types de projets. Ça, c'est quelque chose qui est déjà disponible. Donc, c'est possible de monnayer de ce côté-là. Mais là, la nouvelle réalité, c'est plutôt celle du SPEDE, donc le système de plafonnement et d'échange du Québec que le Québec a mis en place en lien avec le WCI de la Californie, où est-ce que là, maintenant, nous pouvons envisager des plantations, ce qu'on appelle sur terre privée. Pour l'instant, les municipalités ne sont pas considérées, mais espérons que le protocole va pouvoir les inclure, les efforts faits en municipalité, pour comme ça créer, encore une fois, oui, des crédits carbone, mais qui seraient achetés par les organisations qui sont plafonnées, qui sont donc réglementées dans le cadre du SPEDE. Et là, ça, c'est intéressant parce que la valeur, elle est plus élevée, plus stable, aussi plus prévisible, c'est-à-dire qu'on est autour maintenant de plus de 25 la tonne de CO2 équivalent. Et dans un avenir rapproché avec la tarification carbone au Canada qui oblige les provinces à adhérer à une tarification, on parle de 170 la tonne d'ici 2030. Donc, en 2030, donc c'est considérable combien ça peut générer des revenus en implantant des forêts nourricières qui vont coûter beaucoup moins que l'équivalent de 170 la tonne CO2 équivalent lors de l'implantation. Fait que ça, c'est le plus gros potentiel, là, c'est effectivement le SPEDE à relativement court terme. D'accord. Il y a Danny Sonnet qui te dit bonjour. Bonjour, Il te pose Denis. la question, est-ce que les analyses de cycle de vie que vous voulez ajouter intégreront les méthodes culturelles utilisées, par exemple, tenir compte de la machinerie, des types d'amendements, etc.? Tout à fait. Fait que là, tout à l'heure, j'ai un petit volet analyse cycle de vie. Là, je vais en parler dans le cas des sites miniers, mais on va l'appliquer évidemment pour les forêts nourricières aussi parce qu'il y a des questions importantes là, qui touchent tout ce que tu as mentionné, effectivement, Dani. Et puis, on va l'intégrer pour avoir un bilan, donc l'empreinte carbone finalement de solutions comme celle-là, forêts nourricières, pour avoir des bilans de séquestration qui sont vraiment nets et pour lesquels donc on pourrait envisager contribuer à un bilan gaz à effet de serre d'une ville ou encore vendre des crédits carbone compensatoires. Ça va être fait, oui. OK. Il y a quelques questions dans le chat aussi. Peut-être une dernière, là. Avez-vous quantifié le potentiel de contribution en tonnes de CO2 par an à l'atteinte de l'objectif de la carboneutralité du Québec? Je pense qu'il y a une question similaire aussi. Ouais. Est-ce que les forêts nourricières, est-ce que vous êtes en mesure d'en tenir compte là, dans vos calculs dans toute sa globalité à l'échelle du Québec? Bon, c'est ça là, c'est fou combien ça a changé en peu d'années parce que, vous voyez, ces projets-là ont été initiés autour de 2017-2018 et à l'époque, lorsque j'approchais là, des participants comme la ville ou encore d'autres qui, par exemple les minières, en leur disant qu'éventuellement, là, il va y avoir des objectifs de carboneutralité qui s'en viennent, ça avait l'air théorique.
Et là, maintenant, nous sommes dedans. C'est fou combien ça a changé rapidement. Et la conférence des partis, au moins, apporte ça. Et là, maintenant, la carboneutralité est sur toutes les lèvres et dans tous les objectifs, à toutes les échelles. Maintenant, le Québec aussi a des objectifs de carboneutralité. Donc, ça va prendre des solutions de séquestration de carbone. Et jusqu'à quel point que des solutions comme forêt nourricière vont y contribuer, ça va être relativement modeste, évidemment. Ce qu'il va falloir faire, c'est de multiplier ce genre d'aventures comme les forêts nourricières, là où est-ce que les terrains le permettent, là où est-ce que c'est intéressant aussi pour autre chose que le carbone, pour atteindre ces objectifs de carboneutralité. Donc, il va falloir en fédérer plusieurs de ces initiatives-là, puis trouver des façons de les financer. C'est le mandat qui est devant nous, mais c'est clair que c'est ce genre de solution qui s'apprend pour contribuer à la carboneutralité. On va te laisser continuer, Jean-François. Peut-être je ferai juste un dernier commentaire. Mylène Daou nous dit qu'il y a un guide sur les forêts nourricières qui est disponible sur le site web de la Ville de Québec. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à aller voir. Oui. Ouais. Donc, on te laisse poursuivre sur la deuxième portion de ta présentation, Jean-François. Parfait. J'ai une espèce de fenêtre qui... Ah, OK, je peux la tasser là, excusez-moi. OK. Donc, allons-y avec la suite. Donc, une autre opportunité qu'il y a, donc comme je disais, il faut en trouver plusieurs puis les mettre en œuvre, de créneaux donc différents de séquestration du carbone sur des terrains qui en contiennent peu. Hein. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est de toucher, de trouver des endroits, les solutions, les créneaux où est-ce que le carbone séquestré est relativement faible ou absent et l'augmenter. Et là, ici, vous avez les sites miniers qui sont un très bon exemple. Le cadre réglementaire au Québec oblige une mise en végétation qui, pour la plupart des industriels, là, est respectée, évidemment, mais par l'utilisation de graminées. Donc, c'est le cours normal des affaires actuellement, simplement d'établir des prairies. Ça, c'est la solution qui fonctionne relativement bien déjà ici au Québec et ailleurs, d'ailleurs, dans le monde. Et là, l'idée, c'est d'aller au-delà de ça. D'abord, en utilisant le reboisement. Donc, ça permet d'aller au-delà du cours normal des affaires, d'accélérer peut-être ce que permettent les prairies, c'est-à-dire d'établir d'abord une végétation, puis ensuite les arbres s'installent graduellement. Et là, le boisement-reboisement permettrait d'accélérer ce que la nature pourrait faire par elle-même et d'utiliser certainement aussi des amendements organiques, en tester différentes sources pour se mettre dans une logique d'écologie industrielle, pour restaurer ainsi ces sites dégradés comme des sites miniers, pour donc effectivement contribuer à la lutte au changement climatique, mais aussi de créer des écosystèmes qui sont plus biodiversifiés que, bon, simplement des prairies. C'est quand même très bien, là, une prairie, il faut le dire, là, mais une forêt va permettre davantage de biodiversité. Et d'ailleurs, petit mot par rapport à ça, c'est une étude dont je ne pouvais pas parler, je n'avais pas le temps aujourd'hui, mais on vient tout juste de sortir un papier là, qui touche la question de la biodiversité sur des sites miniers, les sites dont je vais vous parler dans quelques minutes. Donc, allez voir cette publication si ça vous intéresse. Donc, qu'est-ce qu'on teste comme solution d'écologie industrielle? Elles sont de différentes formes. En fait, on regarde d'abord et avant tout l'utilisation des biosolides de papetière parce qu'ils sont fournis en temps réel constamment au Québec. Ils sont une source d'émissions de gaz à effet de serre importante dans les sites d'enfouissement. Donc, on utilisait ici des biosolides pré-enfouis qu'on utilisait comme amendements organiques et on les a comparés à d'autres types d'amendements, donc des fumiers, des lisiers, de l'humus forestier qui sont utilisés dans le cours normal des affaires, avec des partenaires, vous voyez, ArcelorMittal et Niobec, dans les solutions d'écologie industrielle. Donc, Niobec, c'est une mine qui est ici tout près en ville, là, tout près de Saguenay, avec les biosolides qui provenaient aussi tout près là, de mine de Résolu là, à Kenogami, biosolides de papetière. Dans des dispositifs, donc il y a deux séries de dispositifs qui ont été établis sur le parc à résidus miniers de Niobec, que vous voyez là, donc en 2012 et en 2014, à chaque fois avec des biosolides et parfois avec les lisiers de bœuf qui étaient utilisés dans ce cas ici. Donc, vous voyez les arbres qui ont été plantés dans le dispositif de 2012, des pins, pins rouges, mélèze, haricin, bouleau blanc. Dans le dispositif de 2014, vous avez l'épinette blanche, l'épinette de Norvège qui ont été utilisés, et aussi l'aune rugueux. Ici, j'en profite pour vous mentionner la collaboration importante de mon collègue Sébastien Roy de l'Université de Sherbrooke, là, qui est un expert de l'aune et de ses symbiotes.
Et d'autre part, le dispositif d'ArcelorMittal. Et là, on est complètement ailleurs. Donc, le Niobec, on s'entend, on est davantage dans le sud du Québec. Et ArcelorMittal, bien là, on est dans le nord du Québec, au-delà de la limite d'attribution des récoltes d'arbres. Et là, donc, c'est la mine du Mont Wright qui a été étudiés, pour lesquels ils ont donc ces prairies qui sont établies avec le procédé Norco. Donc, la collaboration est importante ici de irrigation Norco dans cette étude, qui utilise comme principal amendement le fumier de poulet, qui vient de Varennes d'ailleurs. Et là, encore une fois, on teste les biosolides de papetière de Bécomo comme autre solution. Donc, les espèces testées dans les plantations, là, nous avons le pin gris notamment, puis encore une fois, l'aune rugueux qui est testé, avec des haies brise-vent qu'on essaie d'installer, là, qui utilisent notamment le peuplier et le pin gris, encore une fois. Et là, on a mis à contribution concrètement analyse de cycle de vie, j'en reparlais à la toute fin, là, pour établir le bilan, donc l'empreinte carbone complète de l'utilisation des différentes solutions d'écologie industrielle pour arriver donc à amender et à faire pousser donc, des arbres sur ces sites qui sont très, très, évidemment, récalcitrants à la croissance. En passant, on parle ici de sites non acides, mais dont le résidu minier est dépourvu de carbone et d'azote, très peu de phosphore aussi, sauf pour le sud de Niobec, où est-ce qu'il y a quand même une bonne quantité de phosphore qui est présent, mais très peu de carbone et d'azote là aussi. C'est l'enjeu principal, c'est de trouver des amendements qui vont permettre d'utiliser autre chose que le cours normal des affaires, et notamment les fertilisants, ou encore l'utilisation d'humus forestier qui est à proximité. On a profité aussi dans le cadre de cette étude-là. Ce n'est pas prévu initialement, mais on a sauté sur l'occasion du fameux site du lac Janine, tout près de l'ancienne ville de Gagnon, qui est un site qui est fermé depuis les années 80, qui a fait l'objet pour un tout petit secteur d'un effort de reboisement dans les années 80, encore une fois, là, à l'époque, là, toutes sortes de solutions qui ont été mises à contribution. Puis il y en a certaines qui ont fonctionné relativement bien, fait que ça nous permettait de sonder quelques arbres qui ont été plantés, d'épinettes et de pin gris, comme vous pouvez voir sur la photo en bas à droite. La grande question qu'on avait par rapport à ces études-là, c'est quel rendement ligneux attribuer aux plantations. Évidemment, le rendement est important parce que ça nous permet évidemment d'établir les courbes de croissance, mais courbes de rendement, mais aussi c'est l'intrant principal pour la comptabilisation du carbone. Donc, il faut arriver à trouver les bons rendements qu'on peut anticiper de ces sites miniers-là. Pour l'instant, il n'y en a pas qui existent. Lesquels trouver, ça a été l'objet du travail de maîtrise de Léna Levoix, qui est en phase de terminer là, sa maîtrise, avec Boris Dufault, qui était son co-directeur, donc chercheur postdoc maintenant à l'UQAR. Et la grande question, c'est quelle est la croissance et le rendement qu'on peut anticiper de plantation sur le parc arazionier restauré au Québec. Donc, elle a travaillé avec des analyses de tiges, des arbres qui ont été plantés, les différents efforts qui ont été faits dans les sites miniers, donc très récents, et parfois aussi occasionnellement qui ont été faits anciennement sur des portions de parcs à résidus. Donc, on est allé sonder ces arbres-là et on a essayé on n'a pas essayé, on a réussi à établir des nouvelles courbes de rendement avec des études de régression qui ont été faites en lien avec les tables de rendement du ministère. Donc, la mise à jour des tables de rendement qui ont été utilisées comme comparatif pour essayer de trouver quel est l'écart qu'il y a par rapport aux tables de rendement sur ces zones climatiques-là vis-à-vis les limitations de croissance qu'on peut anticiper en lien avec les parcs à résidus, parce que c'est clair que la croissance n'est pas optimale sur ces parcs à résidus-là. Donc, c'est un grand effort qui a été fait. Là, je cours dans les détails de la méthodologie, où est-ce qu'il a fallu trouver des ajustements nécessaires par rapport aux tables de rendement. Ça a été le travail qu'a fait l'ENA. Et puis là, quelques exemples ici. Qu'est-ce qu'elle est arrivé à faire avec les volumes totaux cumulés qui ont été établis sur, comme vous pouvez voir ici, là, des pins gris qui ont été plantés sur des parcs à résidus de la mine Niobec. Donc, on est ici dans le sud avec le pin gris, avec un petit îlot d'arbres plantés sur le parc à résidus, un effort qui a été fait dans les années 80. On a pu utiliser ces arbres-là pour bâtir notre courbe de rendement. Puis aussi, on s'est validé avec des pins gris plantés sur d'autres sites autour de la mine de Niobec, là, dont différentes terrasses de sable là, qui étaient disponibles. Donc ici, ça nous a permis de bâtir une courbe de rendement avec son niveau d'incertitude que vous voyez là, avec un IQS équivalent, comme vous voyez en moyenne, un IQS de 16, 17 à peu
près, ce qui est relativement bon quand même. Ce n'est pas anémique comme rendement. Donc, 16 mètres à 50 ans. Ça a été fait pour le rendement du pin gris sur le parc à résidus du sud du Québec, donc Niobek. On a fait la même chose donc ici pour le lac Janine, sur lequel il y avait des pins gris qui ont été plantés, donc qui nous a permis d'établir, donc encore une fois, le volume cumulé et pour ainsi bâtir un rendement de pin gris sur le site du lac Janine qui nous donne donc un EQS l'équivalent du EQS 9, donc 9 mètres à 50 ans, ce qui est le plus faible des rendements des tables de rendement actuelles, mais c'est quand même un rendement relativement productif, ce qui fait ici, qui contribue beaucoup au rendement en mètres cubes à l'hectare, il faut bien le dire, hein, c'est la densité en tige. Donc, des densités élevées comme celles qu'on s'attend pour des plantations contribuent à l'augmentation, même si la croissance est relativement modeste. Ensuite, nous avons la mine du lac Janine, mais cette fois aussi pour l'épinette noire. Encore une fois, on a bâti un rendement qui était basé notamment sur les arbres plantés sur le lac Janine. En passant, là, on parle de moins de 100 km de distance par rapport à du Mont Wright, ça nous permettait aussi un peu d'avoir quelque chose qui pouvait se comparer au Mont Wright éventuellement. Et un rendement que nous avons obtenu ici qui correspond à un IQS qui est en bas des plus faibles rendements d'IQS dans l'état de rendement du ministère, donc un IQS 50 à 8 mètres de hauteur des arbres dominants, mais quand même relativement intéressant lorsqu'on se compare à l'absence de rendement ligneux, n'est-ce pas? C'est encore ça, l'idée, hein, c'est d'aller au-delà du cours normal des affaires. Ici, pour le Mont Wright, le Mont Wright, on s'est fié sur des rendements obtenus de peuplement naturel d'épinette noire aux alentours du Mont Wright. Il y en a quand même des peuplements existants, même si on est au-delà de la limite nordique d'attribution et coupe. Et vu qu'on n'avait pas d'arbres plantés sur le Mont Wright comme tel pour lequel on pouvait avoir un début de rendement ligneux sur quelques années, il a fallu qu'on fasse un effort de modélisation supplémentaire pour pouvoir établir le rendement sur ce site-là. Donc, nous sommes arrivés à ce rendement qui est relativement modeste. Vous voyez un EQS 50 ans de 7-8 mètres maximum là, avec l'étendue que vous pouvez voir là. Mais encore une fois, relativement intéressant lorsqu'on se compare à l'absence de plantation. Donc, si je récapitule, vous voyez ici pour le pin gris à gauche, l'épinette noire à droite, vous avez les rendements pour le lac Janine et pour le Niobek, donc évidemment plus élevé pour Niobek de manière importante, avec des rendements bruts, là, des valeurs marchandes brutes donc à 90-100 ans, là, qui sont quand même relativement intéressants. Et ici, en bas, pour lac Janine et Mont Wright, là, évidemment, beaucoup moins importants. Nous sommes vraiment dans le nord. Et là, mais quand même des rendements qui permettent d'avoir un certain espoir par rapport à la séquestration du carbone. Donc, quelques défis, limitations par rapport à ces potentiels-là. On avait peu de matériel biologique, évidemment. Sont rares les efforts de reboisement sur les sites miniers. Donc, on a travaillé avec ce qu'on avait et avec des sites corolaires ou adjacents qui pouvaient nous aider à bâtir les tables de rendement. On a fait donc des estimations de courbes de rendement avec les moyens actuels là, qui nous forçaient à avoir une approche conservatrice là, en l'absence de rendement réel. Donc, les croissances et rendements ligneux établis qui ont été bâtis, donc qui sont adaptés aux réalités des sites miniers, il y a quand même un certain nombre d'éléments à savoir, notamment pour ce qui est des conditions édaphiques. Il reste que des incertitudes pour le long terme là, autour de la stabilisation du carbone dans le sol. Est-ce que les microbiotes qui favorisent beaucoup cette stabilisation du carbone dans le sol et qui permettent la vie de s'établir, est-ce qu'ils vont être au rendez-vous à long terme? C'est la grande question qui est devant nous. Et pour ce qui est des conditions climatiques qui sont propres à ces sites qu'on appelle les parcs à résidus, il faut savoir que ce sont des parcs qui s'apparentent à des déserts, hein, finalement, et où est-ce que l'abrasion par le vent est très, très importante, très important. Et donc, ce facteur-là, comme tel, il reste c'est un élément important à cerner dans les premières années pour le long terme, pour que le couvert forestier prenne le dessus sur ces conditions qui sont très limitantes. Ça reste une incertitude là, à voir pour le long terme. Donc, quel est le potentiel de ces questions-là? C'est la prochaine étape, là, tout de suite, dès que le mémoire de l'ENA sera complété dans quelques semaines, d'établir le potentiel de séquestration. Mais a priori, en regardant les rendements que nous avons obtenus, ça s'approche pour ce qui est de la séquestration du carbone à des
donc du stockage de carbone équivalent des plantations d'épinettes sur sites pauvres, donc les Landes en site nordique, en site boréal, donc environ 100 tonnes de carbone à l'hectare. Et au sud, ça s'approche de plantations de pins rouges sur friches peu productives que nous avons établies dans la thèse d'Isabelle Ménard, d'ailleurs, qui a présenté, je pense, l'an passé. Donc, un papier qui est soumis, là, qui j'espère va sortir bientôt. Quelque chose qui est autour de 150 à 200 tonnes de carbone à l'hectare à 70 ans. Fait que ça reste des potentiels intéressants. La grande question aussi qui reste à couvrir, c'est l'intégration de ces calculs-là pour les minières, pour qu'ils puissent intégrer donc dans leur bilan gaz à effet de serre et respecter leur engagement face au SPEDA. Est-ce que ce sera possible de le faire? Est-ce que ça va être intéressant pour elles de le faire, considérant l'ampleur de leur parc à résidus respectifs? Pour terminer très rapidement, je vais être bref, là, je vois que le temps file. L'approche, en fait, la perspective cycle de vie qui accompagne tous les travaux là, que je mène dans mes études, évidemment, n'importe quel effort de boisement-reboisement, dans une perspective aussi de lutte au changement climatique s'intègre au marché du carbone, il faut avoir l'approche empreinte carbone. Et l'approche empreinte carbone, c'est la portion de l'analyse cycle de vie qui touche les changements climatiques. Et cette approche méthodologique-là importante et rigoureuse est essentielle là, pour pouvoir établir le bilan net d'un effort de lutte au changement climatique. Fait que ça, c'est la question qui s'ajoute, les éléments de réponse qui vont s'ajouter à chacune des études que je vous ai montrées. Et là, pour l'instant, dans la thèse de Luciano Viana, dans mon équipe, là, qui est en cours de se compléter dans les prochains mois, en co-direction de ma collègue Annie Levasseur de l'ETS, ce travail de thèse-là va permettre d'aller chercher, donc, encore une fois, les différentes solutions d'écologie industrielle dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant, mais dans leur impact environnementaux complets, différents scénarios étudiés. Avec l'utilisation des biosolides, l'utilisation des fumiers, l'utilisation de lisier et aussi de terre noire, hein, qui est la solution dans le cours normal des affaires. Mais ces solutions-là, comment elles se comparent, comment elles se comparent entre elles, comment elles contribuent à une empreinte carbone plus élevée ou moins élevée face aux différentes filières du cours normal des affaires. C'est ce qui est fait dans les analyses qui sont faites de type analyse cycle de vie. Là, Luciano va sortir ses résultats prochainement. Là, vous allez avoir juste un petit aperçu, donc de résultats très préliminaires. D'ailleurs, c'est que ça que je vous ai présenté aujourd'hui, n'est-ce pas? Des résultats préliminaires. Donc, en prenant en considération l'ensemble des intrants dans une perspective cycle de vie complète, évidemment, le calcul qui se fait dans la restauration des parcs à résidus miniers, de la production de plants jusqu'au le transport et puis la mise en place, l'implantation de solutions avec la machinerie qui est considérée à chaque fois. Et pourquoi l'analyse cycle de vie? Bien, justement, parce que c'est l'approche par excellence pour aller chercher à la fois la rigueur quantitative nécessaire pour établir un bilan carbone complet, mais en utilisant l'ensemble des critères environnementaux qu'il faut prendre en considération lorsqu'on veut mettre en place des solutions qui ne sont pas des fausses bonnes solutions, c'est des solutions qui vont donc permettre de juger de l'ensemble des qualités ou des défauts des différentes solutions qu'on met à l'essai. C'est pour ça que l'analyse cycle de vie est importante ici dans ce genre d'analyse-là. Par exemple, l'application pour le scénario de boisement-reboisement sur la mine de Niobec, là aussi, vous avez le scénario cours normal des affaires. Il y a très peu d'intrants, terre noire et des graminées à différentes étapes et donc des flux à considérer de matière qui permettent de faire cette mise en végétation grâce aux graminées. Ça, c'est le scénario de référence de Niobec. Lorsqu'on superpose ça au cours normal, au scénario différent qui permet de mieux lutter contre le changement climatique hypothétiquement, c'est-à-dire utiliser des arbres, mais aussi des amendements organiques qui permettent de mettre en place la vie. Donc, ça prend de la vie pour que la vie puisse s'installer. Bien là, à ce moment-là, les intrants sont beaucoup plus nombreux, comme vous pouvez voir ici, et ça va impacter évidemment le bilan gaz à effet de serre, donc l'empreinte carbone de ces solutions que nous voulons tester. C'est ce qu'a fait, donc, ici, en données préliminaires, Luciano. Il est arrivé donc avec ses résultats. Je lui ai demandé de sortir ça pour le besoin de la conférence. Donc, vous voyez, le broisant ne rajoute que peu d'impact supplémentaire. Quand on se regarde ici, le scénario de référence avec des graminées versus le scénario de référence
auquel on ajoute des arbres. Donc, le seul fait d'utiliser des arbres avec tout le cycle de vie là, pour la mise en place d'une plantation avec des arbres, production de plants, de semences, etc., bien, on voit que l'impact comme tel de la plantation, c'est pas là que ça se trouve, l'enjeu. C'est tout à fait comparable au cours normal des affaires, l'utilisation de graminées dans ces scénario de référence. Puis, vous voyez, dans les deux cas, là, ce qui va jouer en pourcentage de contribution aux impacts dans l'année cycle de vie, ce qui contribue le plus et de manière très importante, c'est l'utilisation, c'est le transport puis la mécanisation des sites. C'est ça qui contribue dans les deux scénarios. C'est pour ça que plantation d'arbres ou pas, ça peut changer les résultats parce que c'est vraiment l'utilisation de machinerie lourde qui contribue le plus à l'impact immédiat lié à ces solutions-là. Lorsqu'on regarde maintenant l'utilisation des biosolides, bien là, l'impact est supérieur de manière assez importante. Vous voyez, là, on passe de ces valeurs-là ici avec l'utilisation de terre noire seule, dans le cours normal des affaires. L'utilisation des biosolides augmente quand même pas mal l'impact. Et c'est ce qui est de la solution la plus impactante, en fait, en termes d'émissions de gaz à effet de serre en équivalent CO2 par hectare. Donc, à cause du transport, puis les travaux d'excavation et d'épandage qui viennent jouer pour beaucoup, alors que le lisier, qui est l'autre élément qu'on comparait, est très peu émetteur parce qu'il y a beaucoup moins de mécanisation derrière l'utilisation du lisier. Alors que la terre noire est un peu mitoyenne. Bon. Ici, on ne présente que les impacts immédiats liés à l'implantation des plantations sur les parcs à résidus. Bien évidemment, là, il faut voir ici que c'est le court terme qui est considéré. Donc, avec le long terme, lorsque nous allons utiliser, donc, nous allons voir la croissance de la biomasse grâce aux arbres qui sont plantés, bien là, ces impacts initiaux-là vont se trouver à être atténués grandement parce que, évidemment, les arbres vont pousser et venir compenser les émissions initiales par l'utilisation de l'une ou l'autre des solutions. Par contre, ce qu'on peut voir a priori, là, en tout cas à court terme du moins, c'est vu les impacts de l'un et de l'autre et aussi l'utilisation de terre noire qui semble donner fournir des conditions favorables à la plantation, à la croissance de la plantation, qui se compare aux biosolides dans bien des cas, autant au Mont-Wright qu'à Niobec. Bien, pour l'instant, on peut considérer que les biosolides, ce n'est peut-être pas une solution qui est à retenir, notamment en raison de son empreinte carbone qui est relativement importante par rapport à l'utilisation de terre noire seule. Peut-être que la terre noire, qui est dans le cours normal des affaires actuelles, est suffisante. Ça reste à voir pour le moyen et le long terme. Là, évidemment, ça se complexifie avec le site minier Mont-Wright. Là, les analyses que je viens de vous montrer, là, c'était pour Niobec. Là, présentement, les résultats sont en cours pour le Mont-Wright. Et là, il y a beaucoup plus d'intrants différents qui sont à analyser et les résultats sont à surveiller prochainement. Fait que ça, là, je vous laisse en haleine pour ces résultats-là. Donc, c'est à venir dans les prochains mois, évidemment, et peut-être une prochaine conférence. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention pour les deux conférences. Et puis là, je suis prêt à, évidemment, vous écouter pour peut-être quelques questions en lien avec celle-ci. Merci de votre attention. Merci encore, Jean-François. Toujours très intéressant. Il y a quelques questions qui sont rentrées. Je suggère de poser quelques questions par rapport à la présentation que tu viens tout juste de terminer. Oui. Puis, il y avait plusieurs questions concernant les forêts nourricières. On pourrait y retourner, là, passer 11h30 là, au besoin. Peut-être qu'il y a des gens qui vont décider de rester. Peut-être question rapide à répondre. Est-ce que d'Angéline, est-ce qu'il y a des études qui se sont faites sur des friches industrielles notamment? Dans la région? Oui, donc des friches industrielles qui sont des sites dégradés, anciens, abandonnés ou autres, ou contaminés. Non, c'est un autre créneau intéressant. Évidemment, tous ces créneaux-là, chaque fois, il faut voir... oui, le potentiel de séquestration par ce genre d'études-là, puis des essais qui sont faits sur le terrain, mais aussi de voir quel est leur potentiel en termes de superficie qu'ils occupent. C'est clair que il me semble bien là, évident qu'il faut d'abord voir quels sont les sites pour lesquels le nombre d'hectares dans une ville ou dans une localité X est relativement important pour avoir une contribution qui va être elle aussi importante à plus long terme. Et là, pour les sites miniers, les sites industriels de différentes sortes, là, contaminés ou autres, c'est à voir. Là, je connais mal ce potentiel-là, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant. D'accord. Il y a une autre question pour les résultats d'ACV là, en termes de CO2 équivalent. Les calculs sont faits sur quelle période, le nombre d'années?
Donc, ce que je vous ai montré, c'est vraiment dans la phase d'implantation. Et bon, je vois survenir une question potentielle en lien avec ce qui se passe sur on va dire court moyen terme en termes d'émissions liées aux différentes solutions que nous mettons en place, notamment les biosolides ou les liquides, les émissions vers l'atmosphère qui découlent de l'utilisation de ces solutions-là. Bien, effectivement, des émissions qui peuvent durer quelques années. On a testé dans une autre publication sur Niobec l'utilisation de biosolides. Et on a vu qu'en termes d'émissions de protoxyde d'azote, notamment, qui est un gaz à effet de serre très, très puissant, puis de méthane, c'est surtout le protoxyde d'azote qui nous inquiétait. Et on a vu que ces émissions-là avaient lieu la première année, puis après, c'était très, très atténué. Et c'était quand même des émissions relativement modestes qui correspondaient aux émissions liées au transport par la machinerie. C'était relativement modeste, ces émissions-là. Ils s'atténuaient rapidement. Le court terme est assez valide, là, on va dire, pour ce qui est de l'empreinte carbone, donc dans les premières années. C'est assez valide, je dirais, pour ce genre de site-là. D'accord. Il y a des questions aussi par rapport au choix du matériel végétal, surtout sachant que les conditions de site varient d'une mine à l'autre. Comment vous faites vos choix dans le matériel? Ça, c'est intéressant. Pour Niobec, on a travaillé avec le partenaire et avec les parties prenantes autour. On a fait une analyse, une évaluation multicritère. On a mis en jeu toutes sortes d'essences différentes d'arbres, de plantes et d'arbres. Et on avait plusieurs critères analysés, dont les questions esthétiques, dont les questions de taux de croissance, etc., l'encadrement visuel et autres. Et puis, l'analyse nous a permis de cibler, donc, vous avez vu là, le pin rouge, il y avait l'épinette de Norvège, l'épinette blanche qui ressortaient suite à cette analyse-là faite avec des parties prenantes. Pour les autres sites miniers, plus dans le nord, là, on est allé avec ce qui se retrouvait naturellement dans les alentours. Fait que c'est le royaume du pain gris et l'épinette noire, n'est-ce pas? C'est assez évident. Par contre, quand on a mis les zones les zones, en fait, c'est eux qui ont les taux de croissance les plus élevés et sont certainement là, des candidats importants pour établir d'abord une plantation pour ensuite y arriver avec des arbres qui pourraient profiter de l'effet brise-vent de ces zones-là. Mais on a vu que le peuplier hybride aussi est intéressant, même dans le nord, où le saule qui se trouve à proximité de manière naturelle peut être intéressant aussi là, pour créer au moins du brise-vent et ensuite y aller avec des essences peut-être commerciales ou à fort taux de croissance qui pourraient être envisagées. Okay. Il y a Isabelle Auclair qui pose la question, avez-vous pensé à utiliser du biochar? C'est très à la mode, hein? On entend de plus en plus parler. C'est certainement intéressant, le biochar, parce que ça peut contribuer à cette question de stabilisation du carbone dans les sols, amélioration des conditions physico-chimiques dans les sols aussi, dans les technosols là, que nous fabriquons finalement. On ne l'a pas mis à contribution dans les études, mais ça serait certainement intéressant de l'essayer, de le tester, de le comptabiliser aussi en termes d'empreinte carbone là, dans les différents sites, parce qu'il y a des enjeux en lien avec la stabilisation du carbone. Il faut voir aussi que les signiers, même les résidus fins, là, sont des sites où est-ce que le drainage et le lessivage peut être relativement important. C'est quand même des sols assez grossiers et donc de veiller à leur stabilisation du carbone, mais aussi la capacité de rétention de nutriments et d'eau. C'est quelque chose qui peut être, qui est certainement une chose à avoir en tête. Donc, les biochars pourraient aider de ce côté-là. Je pense que c'est une très bonne solution à tester. D'accord. Il y a une question de Jean. Jean Bousquet encore nous pose la question, est-ce que la plantation d'arbres au rendement amélioré par la sélection de variétés à plus haute productivité faite par le MFFP est envisagée, ces rendements supplémentaires pouvant varier de 10 à 20 selon l'espèce, épinette blanche, épinette noire, pin gris, et les variétés de vergers à graines disponibles? Est-ce que... Ouais. Bon, bonne question parce que, bon, évidemment, on a déjà des arbres qui sont relativement améliorés en production, comme on le sait au Québec. C'est ces arbres-là qu'on a utilisés dans les pépinières traditionnelles. Mais là, ceux dont vous parlez, en passant, bonjour Jean, bien content que tu sois là. Dont il est question, on parle ici des arbres plus là, qui sont vraiment améliorés. Et ils sont améliorés pour le territoire
forestiers en visant le territoire forestier productif. Est-ce que leur plus-value pourrait s'avérer aussi sur des sites dégradés comme des sites miniers, par exemple? C'est une bonne question. Puis non, on ne l'a pas testé, là, mais c'est une bonne question parce que je trouve que c'est une bonne question, d'autant plus ça répond directement au cœur de la question centrale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour aller qui nous permettrait d'aller plus vite que ce que la nature peut faire par elle-même. Parce qu'on sait bien que si on établit une prairie, dans le cours normal des affaires, c'est ce qu'on fait, les arbres vont y aller par eux-mêmes, recoloniser le milieu à très long terme. Là, ce qu'on veut, c'est accélérer cette arrivée d'arbres-là par les plantations. Et là, à ce moment-là, tant qu'à y être, pourquoi pas envisager des arbres qui en donneraient davantage avec les arbres plus dont tu parles, Jean. Puis oui, c'est une très, très bonne question, puis on ne l'a pas testé, puis ça vaudrait la peine certainement. Justement, peut-être que je pourrais faire du pouce là-dessus, Jean-François. Oui. Dans le cas des anciennes mines d'amiante dans le sud du Québec, on a tendance à vouloir végétaliser par les graminées dans un premier temps. On voit qu'il y a très peu d'envahissement naturel qui se fait là, par les espèces arborées avoisinantes. Il faut s'y prendre autrement. Il faut planter les arbres avant. Il faut reconstruire les sols. Il faut planter avant. Que d'établir les graminées. Et c'est à ce moment-là qu'on voit un envahissement naturel important. Dans les scénarios que tu couvres, est-ce que tu vois cet envahissement-là naturel lorsque les graminées sont déjà en place? Pour ce qui est du site de Niobek, Niobek est dans un environnement semi-urbain. Là, c'est ici à côté. Je regarde par là parce que c'est juste ici à côté où est-ce qu'il y a la ville de Saint-Honoré, mais c'est très, très boisé autour. Hein. Fait que il y a beaucoup d'envahissement naturel. On n'a pas comptabilisé la part de l'envahissement naturel, mais on le sait qu'il y a lieu. Et là, ça, c'est vrai pour tout type de plantes. Et c'est quand même assez riche de ce point de vue-là. Fait que ça, c'est clair que ça contribue. Par contre, je ne peux pas le dire jusqu'à quel point. On voit par contre que la contribution de ce qu'on a apporté nous-mêmes, ne serait-ce qu'on a les graines de package, puis dans le cours normal des affaires, là, puis les arbres qu'on a plantés, c'est ça qui contribue le plus. Mais il y a quand même quelque chose. Et d'ailleurs, en passant une petite parenthèse, il y a aussi des graines enfouies dans les biosolides qu'on a mis en place là, qui émergent. Donc, on n'a pas explicitement testé cette question-là. Du côté du nord, d'ArcelorMittal, ça, il y en a très, très, très peu. Là, en fait, là, on a constaté qu'il y en a très peu, en tout cas sur le relativement court terme. Eux, ils ont une historique de plus de 10 ans, là, quinzaine d'années là, avec les prairies. Et puis, on voit à peu près pas d'arbres. Il faut savoir une chose, par contre, c'est que l'abrasion par le vent sur le site du Mont Wright en particulier, qui est immense, hein, c'est plus de 2000 hectares. Là, c'est un vrai désert. Hein, puis, moi, notre hypothèse, en fait, qui ressort, c'est que la première chose à faire, c'est de penser à des structures qui vont permettre de diminuer l'abrasion par le vent, parce que c'est le facteur prédominant. Puis ça joue aussi sur le couvert de neige hein, par la suite, qui viendrait protéger la végétation. Fait que ça, c'est le facteur le plus important. C'est pour ça qu'on avait pensé à des abrisevents naturels avec le peuplier hybride notamment, des essences à croissance rapide. Et puis eux-mêmes, ils ont de la difficulté à émerger au-delà du quelques centimètres là, parce que c'est très abrasif. Fait que là, dans un avenir prochain, pour les sites miniers de ce genre-là, puis il y en a plusieurs là, dans le nord du Québec, en Abitibi, par exemple, et ailleurs, ou des sites orphelins aussi, d'ailleurs. Hein, il va, je pense, à chaque fois penser à contrôler le vent par des structures, par du relief qu'on créerait, et ensuite envisager des solutions d'amendement avec des arbres et des plantes. Oui, je suis assez d'accord là-dessus. OK, d'accord, merci. Peut-être dernière question là, de François Brassard. La dernière question, mais non la moindre. Est-ce que de boiser des sites miniers en déclassement, est-ce que ça en vaut, est-ce que ça en vaut le coup en termes de potentiel de séquestration de carbone? Est-ce qu'on a suffisamment de surface au Québec pour qu'on puisse changer le bilan, l'empreinte environnementale du Québec pour lutter contre les changements climatiques? Bon, je pense que là, je suis du côté plus de, comment je pourrais dire, psychosocial. Je pense que c'est important de le faire parce que ça initie un mouvement important. C'est aussi une contribution importante sur le point de vue environnemental, autre que simplement séquestrer du carbone. D'un point de vue carbone, je pense que c'est relativement modeste. Par contre, pour ce qui est de l'effet d'entraînement, puis aussi
comment dire, donc, le développement du savoir-faire, c'est important parce qu'on s'attaque aux sites les plus difficiles qu'on peut retrouver. Et quand on trouve des solutions pour ces sites très difficiles-là, on se trouve en même temps finalement à se faciliter la vie pour d'autres types de sites. Puis là, ils sont beaucoup plus nombreux, ces autres types de sites-là, j'en conviens. Par contre, pour le reste, puis là, on peut faire le lien d'ailleurs avec l'excellent reportage qu'on a vu c'est Découverte ou la Semaine verte, Nicolas, avec La semaine verte, oui. la Semaine verte, les sites d'amiante. Puis là, ici, Miobec, par exemple, ou probablement la Abitibi également, où est-ce que les communautés riveraines sont très importantes, de veiller au reboisement d'un point de vue environnemental, mais social aussi. Je pense que c'est à ne pas négliger parce que ça a des contributions bien autres que simplement séquestrer le carbone, donc tous les autres services écologiques. Et puis là, c'est la même chose pour les forêts nourricières, donc ce que ça peut apporter sur les autres aspects, ça, c'est non négligeable. Et encore une fois, il ne faut jamais sous-estimer les efforts d'exemplarité, les efforts aussi d'effet d'entraînement qui sont générés en même temps quand on s'attaque à ces solutions qui sont un peu extrêmes, mais qui sont aussi des impacts importants environnementaux qu'on a causés par nos pratiques anciennes, qu'on vient corriger. Je pense que ça donne un signal très, très encourageant. Et puis, tant mieux si ça contribue un peu à l'effort de carboneutralité, un peu au bilan gaz à effet de serre des entreprises là, qui sont visées par ces efforts de reboisement-là. Je pense que ça reste que le potentiel est important, est intéressant pour ces organisations-là. Super, merci. Donc, on va clore la période des questions. Je vois que Jérôme Lagagnère, Julie Gagnon sont encore là. Ils avaient 2 questions par rapport aux forêts nourricières que je pourrais te poser. Et puis ensuite, on va céder la parole à Patrick. Jérôme qui te pose la question, il y a beaucoup de variabilité au niveau de l'accumulation du carbone du sol. Selon toi, est-ce que c'est lié aux différentes espèces d'arbres ou d'arbustes plantés ou plutôt lié à l'âge des plantations? Oui, pour les forêts nourricières, oui, effectivement, là, je ne retournerai pas sur cette figure-là, mais je vois que vous l'avez bien à l'esprit, parce qu'il y avait une bonne variabilité dans les taux, les stocks de carbone qui étaient dans ces différentes forêts nourricières-là. Et là, ça, parmi les premières hypothèses qui surviennent, là, c'est clairement les pratiques culturelles qui sont très variées, d'une part, d'une forêt nourricière à l'autre, et aussi les sites, l'historique des sites utilisés qui est très variable aussi. Hein. J'ai dit que le scénario de référence auquel on se compare, c'est dans l'optique d'un aménagement en zone urbaine qui est souvent l'utilisation des terrains gazonnés, mais en réalité, ces forêts nourricières-là ont souvent été établies aussi sur des terres de remplissage, par exemple. Et puis là, les pratiques sont ultra nombreuses et différentes, puis l'historique de chaque site est très différente. Et ça vient témoigner là, sur le carbone qu'on a pu doser sur 30 cm. Je pense que c'est beaucoup plus ça qu'autre chose qu'on a mesuré, c'est-à-dire la variabilité qui existait avant l'implantation. Puis il y a aussi l'importation de compost de terre noire là, qui est venu s'ajouter, qui contribue, ça c'est clair, on le voit assez bien entre les jeunes et les vieilles forêts nourricières, là, il y a une bonne différence. Puis je pense que c'est attribuable à cette contribution-là des composts puis des terres noires, là, qui est quand même essentiel, il faut bien le dire. Julie Gagnon, dernière question. Ils ont aménagé une forêt nourricière à Belleuil cet automne à l'aide d'un horticulteur spécialisé. Est-ce que ça serait raisonnable d'estimer à 20 tonnes à l'hectare la séquestration du carbone pour un tel système? La question. Puis là, le 20 tonnes que je vous ai donné, là, pour du relativement court terme, 2030, là, c'était en moyenne avec une bonne variabilité. Là, donc, c'est peut-être une moyenne plausible, là, quelque chose qui peut se communiquer avec toute la prudence qu'il faut avoir avec des études préliminaires en passant, hein, ne sont pas encore révisées par les pairs. Mais bon, pour l'instant, je pense une approximation qui tient la route quand on regarde l'ensemble de ce qui est possible là, dans les différentes plantations au Québec. 20 tonnes à l'hectare sur 10 à 20 ans, c'est envisageable. Maintenant, encore une fois, n'oubliez pas qu'il faut retrancher de ces tonnes-là les tonnes initiales qui sont émises par les différentes solutions. Puis là, si on regarde l'analyse cycle de vie qu'on a faite là, pour les sites miniers, c'est peut-être du 3, 4, 5 tonnes à l'hectare d'émissions qu'il faut prévoir par les activités de mise en place. Il faut retrancher ces tonnes-là pour un bilan net. Là. Donc,
puis ensuite les entretiens, le désherbage, etc., ça a des impacts aussi. Ça, c'est dans les études à venir qui vont venir préciser, mais pour l'instant, disons que c'est une approximation avec des bémols, de 20 tonnes à l'hectare sur l'horizon de temps que je vous ai donné. Parfait. Jean-François, un gros merci pour ton temps, ton excellente présentation, la générosité dans la réponse, dans tes réponses. Donc, je savais que c'était une bonne idée de t'inviter, puis je Ça pense m'a tellement fait que les plaisir. gens vont être très satisfaits. La preuve, c'est qu'on a encore une quarantaine de personnes en ligne, même Super. si on a dépassé le temps. Ben, Donc, merci. ouais, merci à C'est toi. moi qui vous remercie. Je suis très content. Puis à une prochaine, j'espère. Merci, Jean-François. Donc, Patrick, la parole est à toi pour Oui, la fin du webinaire. ouais, je me joins à toi, Nicolas, pour remercier et Jean-François et tous les participants. Moi, je vous rappelle que ce webinaire sera disponible prochainement sur la chaîne YouTube, notre chaîne YouTube, et vous trouverez le lien sur le site internet du 2RLQ dans la catégorie webinaire thématique. Donc, le prochain webinaire qui est programmé pour le 6 décembre 2021 à 10 heures portera sur notre thématique du 2RLQ qui concerne la transformation du bois et la chaîne de valeur. Et il va être animé par Alexis Hakim, qui est professeur à l'Université de Laval. On aura donc 3 interventions. Tout d'abord, celle d'Alexis Hakim, qui nous parlera des enjeux liés à la qualité du bois pour les plantations. Puis celle de Thomas Danklicker, qui a été un ancien étudiant en maîtrise d'Alexis, qui est maintenant ingénieur forestier à la direction de l'aménagement et de l'environnement forestier au MFFP, et qui nous parlera de l'optimisation de la densité de reboisement selon la qualité visuelle des boissiers. Et enfin, celle d'André Soro, qui est étudiant présentement au doctorat à l'Université de Laval, toujours avec Alexis, et qui nous parlera de la sélection des plantes qui maintiennent des propriétés du bois avantageuses en conditions de sécheresse. Donc voilà, on espère vous retrouver tous au prochain colloque en décembre. Merci. Au revoir.